Je m'appelle Clara Schitz. J'ai 35 ans. Pendant 10 ans, mes parents m'ont traité de ratée. Ma mère regardait ma sœur Nathalie et disait, elle s'est bien mariée. Elle a une vraie carrière. Puis elle me regardait, célibataire, silencieuse, gâchant mon potentiel. À Thanksgiving, j'ai amené un invité chez eux, il y avait 14 personnes à table. Ma mère l'a vu franchir la porte et son visage est devenu blanc. Elle a saisi le bras de mon père. Sa voix était serrée, presque un sifflement. Faites-les sortir, tout de suite. Trop tard. Il parlait déjà, il disait déjà les choses qu'elle avait passé des années à s'assurer que personne ne saurait jamais. Ce que ma mère ne comprenait pas, c'était ceci. Je n'étais pas venu demander quoi que ce soit. J'étais venu lui rendre quelque chose qu'elle pensait avoir enterré. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit ensuite, aimez et abonnez-vous, mais seulement si vous vous sentez vraiment concerné par des histoires comme celle-ci. Et si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, laissez-moi un commentaire, je veux savoir que je ne suis pas le seul. Permettez-moi de vous ramener à l'origine de cette histoire, car la vérité est que la comparaison n'a pas commencé à Thanksgiving 2025. Elle a commencé 20 ans plus tôt, dans une cuisine de Darien, Connecticut, lorsque j'avais 15 ans et que ma mère a décidé quelle fille comptait le plus. Était 2005. J'étais assise à la table de la cuisine avec mon livre de préparation au SAT lorsque ma mère est entrée avec la lettre d'acceptation de Nathalie de Boston College. Décision anticipée, bourse complète. Ma mère a mis la lettre sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de chapeau de fin d'études et a dit, Nathalie a eu 1380 à son SAT, pourquoi ne peux-tu pas t'appliquer comme ça? J'avais obtenu 1290. Un bon score, mais pas celui de Nathalie. La lettre est restée sur le réfrigérateur pendant 6 mois. Tous les matins, je la voyais en versant mes céréales. Chaque matin, elle me rappelait que je n'étais pas assez. Je sais que certains d'entre vous qui regardent ce film savent exactement ce qu'ils ressentent. Quand votre famille choisit un favori et que vous n'êtes que le plan de secours. Quand je suis arrivée à l'université, le modèle était déjà bien ancré. Nathalie était l'enfant chéri, présidente du conseil étudiant, inscrite sur la liste du doyen tous les semestres, avec des stages à la clé, elle allait loin. C'est moi qui devais trouver la solution. Je l'ai fait. Je suis entrée à Columbia, en prépa médecine, j'allais devenir médecin, et puis Nathalie s'est fiancée. Décembre 2011, j'avais 21 ans, j'étais en dernière année d'université. J'ai reçu un courriel de mon père à 23h30 un mardi, avec pour objet les frais de scolarité du semestre de printemps. Mon estomac a lâché avant même que je l'ouvre. Clara. Il faut qu'on parle de tes frais de scolarité du semestre de printemps. Avec les frais de mariage de Nathalie, nous allons avoir besoin que tu prennes un prêt pour ce semestre. Ce n'est qu'un semestre. Tu te débrouilleras. Nous savons que vous comprenez. 22 000 $ redirigés de mon fonds universitaire pour payer le mariage de Nathalie. Le budget total du mariage était de 85 000 $. Mes parents en ont couvert 60 000. Le lieu était l'usine de dentelle à Deep River. Des roses blanches partout. Quatuor à cordes, open bar, 220 invités, 5 demoiselles d'honneur. Je n'étais pas l'une d'entre elles. J'ai contracté un prêt de 18 500 $ à un taux d'intérêt de 6,8%. Je suis toujours en train de le rembourser. Et voilà ce que personne ne vous dit sur le fait d'être l'enfant bouc émissaire. On apprend à l'avaler. On apprend à sourire au mariage et à s'asseoir à la table 18, près de la porte de la cuisine. Avec les parents éloignés que personne ne se souvient avoir invités. Vous apprenez à féliciter votre sœur et à le penser, même si votre propre avenir vient de se compliquer de 22 000 $. L'école de médecine? C'est fini. Je ne pouvais pas me permettre de m'endetter sans cosignataire. Mes parents ont refusé. Alors j'ai changé d'orientation. Je me suis lancée dans la technologie. Les startups. Quelque chose que je pouvais financer moi-même. Mais ma mère ne m'a jamais laissé oublier que j'avais abandonné la médecine. À chaque Thanksgiving, elle me le rappelait. À Thanksgiving 2015, j'avais 28 ans et je travaillais 80 heures par semaine dans une start-up de technologie de la santé à San Francisco, Pulse Health. Nous construisions des systèmes de données sur les patients pour les hôpitaux. J'étais l'employé numéro 12, j'avais un salaire de 60 000 $ par an et un appartement. Un studio dans le Tenderloin avec des barreaux aux fenêtres. Ma mère m'a demandé comment se passait mon travail.
Je lui ai dit que nous venions de boucler un tour de table de Serie A. 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. J'étais fière. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle s'est tournée vers Nathalie. Nathalie vient d'être promue responsable marketing senior dans l'entreprise familiale de Daniel. De vrais avantages. Un vrai salaire. Une vraie stabilité. Quand vas-tu t'installer dans quelque chose de stable, Clara? J'étais assise au bout de la table, le siège le plus éloigné de la dinde, à côté de mon oncle Victor qui a passé tout le repas à parler de son bateau. Thanksgiving 2016, même maison, même table, même scénario. Ma mère a mentionné la vraie carrière de Nathalie 4 fois en 2 heures. J'ai compté. J'ai apporté des tartes achetées en magasin chez Wolfous. Nathalie a apporté 3 plats faits maison, dont une casserole de patates douces avec une croûte de noix de pécan dont ma mère s'est extasiée pendant 15 minutes. Thanksgiving 2017 a été le dernier normal, même si je ne le savais pas à l'époque. 6 semaines plus tard, tout a changé. Le 23 août 2017, 15h40, mon téléphone a sonné, c'est maman qui appelle. Elle n'appelait jamais pendant la journée de travail. Je suis sortie d'une réunion pour répondre. Clara, c'est maman, rappelle-moi. C'est à propos de Lily, c'est sérieux. Mon cœur s'est arrêté. Lily, ma nièce, la fille de Nathalie, née le 15 mars 2012. Je l'avais tenue dans mes bras quand elle avait 5 jours. 20 minutes à l'hôpital, puis Nathalie l'avait reprise. Après cela, les invitations à me rendre visite sont devenues rares. Les fêtes d'anniversaire auxquelles je n'étais pas invitée, les photos de Noël auxquelles je ne participais pas. Mais j'aimais cette petite fille. Je l'aimais même dans ses moindres recoins. J'ai rappelé 8 minutes plus tard. Ma mère m'a dit. Elle a un cancer. Pas de préambule, juste les mots. Neuroblastome, stade 4. Il est revenu. Il commence un traitement agressif la semaine prochaine au Connecticut Children's Medical Center. Revenu, ai-je dit. C'était là avant. Il y a eu une pause. Elle l'a eu à 18 mois. Elle est entrée en rémission. Nous ne l'avons pas dit à tout le monde parce que nous ne voulions pas les inquiéter. Pendant 3 ans et demi, ma nièce a lutté contre un cancer dont j'ignorais l'existence. Que puis-je faire? Ai-je dit. De l'argent, du temps? Je peux prendre l'avion. Je peux, Nathalie s'en est occupée, a dit ma mère. Elle ne veut pas qu'il y ait beaucoup de monde autour d'elle en ce moment. C'est très accablant. Je ne suis pas des gens, ai-je dit. Je suis sa tante. Elle te fera savoir quand ce sera le bon moment pour lui rendre visite. Nathalie ne m'a jamais prévenue. J'ai essayé 3 fois en 5 mois. En septembre 2017, j'ai envoyé un texto à Nathalie. Comment va Lily? Est-ce que je peux venir la voir ce week-end? Elle m'a répondu 8 heures plus tard. Et, elle passe une semaine difficile. Les effets secondaires de la chimio sont vraiment mauvais. Tu pourrais peut-être attendre qu'elle se sente mieux? J'ai attendu 2 semaines. Comment va-t-elle? Je peux venir ce week-end? Ce week-end n'est pas une bonne idée. Nous avons un programme chargé avec les traitements. Octobre 2017. Je n'ai pas demandé, j'ai juste conduit jusqu'à Hartford. À 3h30 de la maison de mes parents où j'étais en visite pour le week-end. J'ai apporté un éléphant en peluche, gris avec des oreilles tombantes. J'en avais vu un dans la vitrine d'un magasin de jouets à San Francisco et je l'avais acheté immédiatement. Nathalie m'a rejoint dans le hall de l'hôpital. Elle avait le visage épuisé, des cernes sous les yeux. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle m'a dit. Vous pouvez avoir 45 minutes. Elle se fatigue facilement. Chambre 412. Lily était si petite dans ce lit d'hôpital. Pâle, sans cheveux à cause de la chimio, une perfusion dans le bras, des moniteurs qui bipent. Mais quand elle m'a vue, elle a souri. Je me suis assise à côté de son lit. Nathalie se tenait dans le coin, les bras croisés, en train d'observer. J'ai donné l'éléphant à Lily. C'est Peanut, ai-je dit. Il est très courageux, tout comme toi. Lily l'a pris dans ses bras. Il est doux. Il te tiendra compagnie, ai-je dit. Nous avons parlé pendant 45 minutes. Elle m'a parlé des infirmières, de la nourriture, de sa chambre qui lui manquait.
Lorsque je suis partie, Nathalie a pris l'éléphant des bras de Lily et l'a posé sur une étagère à l'autre bout de la pièce. Elle a besoin de se reposer, a dit Nathalie. En novembre 2017, j'ai demandé à revoir Lily. La famille proche uniquement pendant les procédures? C'est la politique de l'hôpital. Ce n'était pas la politique de l'hôpital, c'était celle de Nathalie. J'ai vu les factures médicales sur une table lors de ma visite, plus de 180 000 $ non couverts par l'assurance. J'ai appelé ma mère pour qu'elle m'aide à régler les factures. Nous nous débrouillons, m'a-t-elle dit. J'ai des économies. Je peux, nous avons dit que nous gérions Clara. Le 10 janvier 2018. J'étais dans le bureau de Pulsels. Nous étions à 3 semaines de notre pitch de série B, moment décisif pour l'entreprise. Mon téléphone a sonné. Nathalie, elle ne va pas s'en sortir. 4 mots. Pas de ponctuation. Juste la vérité. J'ai appelé immédiatement. Pas de réponse. J'ai répondu par texto. Je veux la voir. S'il vous plaît. Rien. 2 jours plus tard, elle dort la plupart du temps. C'est difficile pour elle d'avoir des visites. Je te le ferai savoir. Je n'ai pas besoin qu'elle soit réveillée, virgule. Ai-je répondu. J'ai juste besoin d'être là. Lecture du reçu. Pas de réponse. Le 13 janvier 2018, à 6h52, j'étais au bureau. Nous avions passé une nuit blanche à préparer la présentation. J'en étais à mon 4e café, fixant des feuilles de calcul, quand mon téléphone s'est allumé. Nathalie. Elle est partie. Elle est décédée il y a 1 heure. Je me suis levée si vite que ma chaise a roulé en arrière et a heurté le mur. Elle avait 5 ans. J'ai réservé un vol dans les 10 minutes. SFO à JFK. Départ novembre 2020 AM. Arrivé à 19h45, heure de l'Est. J'arriverai le soir même. Les funérailles étaient prévues pour le 17 janvier, dans 4 jours, le mercredi à 11h à l'église Saint-Luc à Darien. J'ai pris l'avion ce soir-là. Quand j'ai atterri, j'ai envoyé un texto à ma mère. Je suis là. Qu'est-ce qu'il te faut? Nous nous occupons des arrangements. L'enterrement a lieu mercredi. Je peux venir à la maison? Tout le monde est très émotif en ce moment. On se verra à l'enterrement. J'ai séjourné dans un Marriott à Stanford. Je me suis assise seule dans cette chambre d'hôtel et j'ai pleuré pendant 3 heures. 15 janvier, 23h30. Mon téléphone s'est allumé. Un courriel de mon patron, David. Sujet, la présentation de demain, critique. Clara, je sais qu'il s'agit de l'enterrement de ta nièce mercredi. Je vous présente toutes mes condoléances. Mais les investisseurs de Singapour ne sont en ville que pour 24 heures. Ils atterrissent à 9h du matin mercredi et repartent à 18h. Cette réunion déterminera si nous obtiendrons notre série B ou non. 30 de mes employés dépendent de ce financement. Je ne peux pas vous demander ça. Mais je dois le faire. Nous avons besoin de vous à cette réunion. J'ai regardé l'email pendant 20 minutes. La présentation avait lieu mercredi à 10h. Heure de San Francisco. 7h du matin pour le Pacifique. Les funérailles avaient lieu à 11h, heure de l'Est, 14h, heure du Pacifique. J'ai consulté les options de vol. Le plus tôt que je pouvais atterrir à JFK après la présentation était 15h20, je manquerais complètement les funérailles. La seule option qui me permettait de me rendre à l'enterrement était un vol de nuit atterrissant à 6h45, mais je devais sauter la réunion de présentation. Si j'ai manqué la réunion, Pulsels n'a pas obtenu de financement. 30 personnes ont perdu leur emploi. Si j'allais à la réunion, je manquais les funérailles de ma nièce. Je suis restée dans cette chambre d'hôtel jusqu'à 1h du matin pour essayer de prendre une décision. J'ai appelé Nathalie 4 fois, elle n'a pas décroché. Finalement, je lui ai envoyé un texto. 1h15 du matin. Nat, je suis vraiment désolée. La présentation de la série B de ma société a lieu mercredi. En même temps que les funérailles. Les investisseurs ne sont disponibles que ce jour-là. Si je n'y vais pas, nous perdons tout et 30 employés perdent leur emploi. J'ai tout essayé pour le déplacer. Je n'y arrive pas. Je sais de quoi ça a l'air. Je sais ce que je te demande de comprendre. Mais j'aime Lily.
Je l'aimais tellement. Sachez-le. Je me rendrai sur sa tombe dès que je pourrai prendre l'avion. Je suis vraiment, vraiment désolée. J'ai regardé l'écran. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. À 8h20 mercredi matin, elle a répondu, « Tu ne l'as jamais aimé. » Si c'était le cas, rien ne t'empêcherait d'être là. Ne venez pas sur la tombe. Et ne venez pas à la maison. Vous avez fait votre choix. Le travail a toujours été plus important que la famille. Maintenant, nous savons tous à quoi nous en tenir. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel et j'ai tremblé. Puis j'ai pris l'avion pour San Francisco. La réunion de présentation avait lieu à 10h du matin dans une salle de conférence vitrée au 40e étage d'un immeuble de Soma. 6 investisseurs, 2 heures, des graphiques, des projections et des questions sur l'évolutivité et la pénétration du marché. Nous avons obtenu le financement, 6,2 millions de dollars. 30 personnes ont gardé leur emploi. Pulsels a survécu. À 14h, heure du Pacifique, alors que je serrais la main des investisseurs, ma nièce était enterrée à 3000 km de là. J'ai vu les photos plus tard, quelqu'un les a publiées sur Facebook. L'épaule de mon père, Nathalie avec des lunettes de soleil, tenant Peanut, l'éléphant que j'avais offert à Lily. L'église était pleine. Plus de 160 personnes. J'ai consulté le programme des funérailles que quelqu'un avait scanné et mis en ligne. En mémoire de Lily Rosart. Sous la rubrique famille, il y avait Nathalie, Daniel, Thomas, Hélène, les parents de Daniel, la famille élargie. Mon nom n'y figurait pas. Le 18 janvier. J'ai pris l'avion pour le Connecticut. J'ai loué une voiture à JFK et je suis allé directement au cimetière de Spring Grove à Darien. 14h. Pluie verglaçante. 34 degrés. Des fleurs fraîches couvrent la tombe. Des roses, des lys, des œillets. Elles provenaient toutes de l'enterrement de la veille. J'avais apporté des lys blancs. La fleur homonyme de Lily. De Lily Rosart, du 15 mars 2012 au 13 janvier 2018. Forever Orangel. Je suis restée là pendant 90 minutes sous une pluie glaciale. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que j'étais désolée. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'avais fait un choix que je porterais pour le reste de ma vie. J'ai pris une photo de la pierre tombale. Je ne l'ai jamais affichée nulle part. Quand je suis partie, je tremblais. Pas de froid, mais de quelque chose de plus profond. Le 20 janvier. Ma mère m'a envoyé un texto. Nous avons dit à la famille que tu étais trop occupée par ton travail pour assister à l'enterrement de Lily. J'espère que tu es satisfait de tes priorités. Et c'est tout. C'était l'histoire. Clara n'aimait pas Lily. Clara ne s'intéressait qu'à sa carrière. Clara était un échec en tant que personne. Le récit du bouc émissaire était complet. Et si ce genre d'histoire vous touche vraiment, abonnez-vous. Mais seulement si vous avez déjà été la personne que votre famille a décidé d'accuser de tous les maux. Ce que personne ne vous dit à propos du chagrin, c'est qu'il ne s'arrête pas, mais qu'il prend de nouvelles formes. Pendant les 18 mois qui ont suivi, j'ai été un fantôme pour ma famille. À Thanksgiving 2018, je n'ai pas reçu d'invitation. Ma mère a dit aux proches que j'étais trop occupée avec cette start-up. Noël 2018, même chose. Elle a dit que j'avais des engagements professionnels. Vous savez comment elle est. Pâques 2019, elle a dit que je ne faisais plus vraiment d'événements familiaux. La carrière avant tout. Je n'ai été invitée à aucun de ces événements, mais à chaque fois, ma mère a raconté une histoire sur moi. Et à chaque fois, je devenais un peu moins humaine et un peu plus mythique. La fille difficile, l'égoïste, celle qui a préféré le travail à la famille. Entre 2018 et 2019. J'ai envoyé des SMS à mes parents une douzaine de fois. Nous avons eu un seul appel téléphonique. En avril 2019. Il a duré 3 minutes et 20 secondes. Nous avons parlé de la météo, le sujet sur « rien d'autre ». Mais je suis allée sur la tombe de Lily 2 fois par an, chaque année. Au printemps, autour du 15 mars, date de son anniversaire. Les visites d'hiver autour du 13 janvier, le jour de sa mort, les lys blancs au printemps, les roses blanches en hiver. Je restais 60 à 90 minutes à chaque fois. Je m'asseyais sur l'herbe humide à côté de sa pierre tombale et je lui parlais comme si elle pouvait m'entendre. Je lui disais, je suis désolée de ne pas avoir été là. Je suis désolée d'avoir fait ce choix.
Je suis désolée qu'il ne me laisse pas m'expliquer, mais je ne t'ai pas oublié, Lily. Je ne t'oublierai jamais. Je n'ai jamais vu personne de la famille au cimetière. Ils venaient les jours fériés, à Pâques, à la fête des mères, à Noël. J'évitais délibérément ces jours-là. C'était mon temps avec Lily, privé, juste nous. Septembre 2019, Pulsels a reçu une offre d'acquisition d'une grande entreprise de technologie de la santé, 18,5 millions de dollars. J'ai appelé ma mère. Pour la première fois en 6 mois, je voulais partager de bonnes nouvelles. C'est bien, Clara, a-t-elle dit quand je lui ai annoncé la nouvelle. Puis, sans attendre, elle m'a dit, tu sais que Nathalie vient d'être promue directrice principale? Un vrai titre. Une vraie entreprise. Une vraie sécurité. Quand vas-tu trouver quelque chose de stable? L'appel a duré 90 secondes. J'ai raccroché, je me suis assis dans mon appartement de San Francisco et j'ai réalisé quelque chose. Peu importe ce que je faisais. Je serais toujours la fille ratée de son histoire. J'ai donc cessé d'essayer de changer l'histoire. Je me suis concentré sur la seule chose que je pouvais contrôler. Septembre 2020. L'acquisition est finalisée. Après les impôts, les remboursements des investisseurs et les fonds communs des employés, je suis reparti avec 8,3 millions de dollars. Je n'ai pas appelé ma famille. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je me suis simplement assis devant le chiffre et j'ai réfléchi à ce qu'il signifiait. Pour la première fois de ma vie, j'avais de l'argent, pas un salaire, pas des économies, une vraie richesse. Et la première pensée que j'ai eue n'a pas été « qu'est-ce que je peux acheter ?» C'était « que puis-je faire pour Lily ?» J'ai tapé sur Google « Connecticut Children's Medical Center donation », puis « Neuroblastoma Research Funding », puis « Anonymous Charitable Giving ». J'ai passé 3 jours à faire des recherches, puis j'ai appelé. 28 octobre 2020, 14h15. J'ai appelé la Connecticut Children's Foundation. Ici Laurence Pemberton, directeur du développement, une voix chaleureuse, d'une 50aine d'années, professionnelle. J'ai répondu « Bonjour. J'aimerais recommander un don anonyme important. En particulier pour la recherche sur les maladies rares. Le neuroblastome. » Il y a eu une brève pause. Bien sûr, nous en serions honorés. Puis-je vous demander quel est le montant du don que vous envisagez? J'ai repris mon souffle. 250 000 $ pour commencer? Nouvelle pause. Plus longue cette fois. C'est extraordinairement généreux. Puis-je vous demander ce qui l'a inspiré? Quelqu'un que j'aimais, ai-je dit. Quelqu'un qui devrait encore être là. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé avec Laurence pour tout mettre en place. Un fonds de donateurs par l'intermédiaire de Fidelity Charitable, déductible des impôts, totalement anonyme. Mon nom n'apparaîtrait jamais dans les dossiers de l'hôpital. Les instructions étaient claires. En mémoire d'un enfant, pas de nom, pas de plaque, pas de reconnaissance publique. 20 novembre 2020. La donation a été validée. 5 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Au nom des enfants et des familles que nous servons. Merci. Votre don extraordinaire de 250 000 $ financera directement notre essai clinique de recherche sur le neuroblastome, actuellement en phase 2. Grâce à de généreux donateurs comme vous, nous sommes sur le point de faire en sorte qu'aucune famille n'ait à entendre les mots « il n'y a plus rien à faire ». Votre don sauvera des vies. J'ai lu cette lettre, assise seule dans mon appartement, et j'ai pleuré, pas des larmes de tristesse, quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Lily, un but. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai rangée dans un tiroir fermé à clé de mon bureau. J'ai pensé, Lily, c'est pour toi. Et pour tous les enfants qui viendront après toi, ce ne sera pas une chose unique. Le 13 janvier 2021, le 3e anniversaire de la mort de Lily. Je suis allée sur sa tombe. 11 heures du matin, neige au sol. 28 degrés. J'ai apporté 12 roses blanches et un éléphant en peluche identique à Peanut. Je me suis assise sur le sol gelé à côté de sa pierre tombale pendant 2 heures. Mon jean était trempé. Je m'en moquais. Je fais quelque chose, lui ai-je dit. Je ne peux pas te ramener, mais je peux faire en sorte que d'autres enfants aient une chance que tu n'as pas eue. Je te promets, Lily, que ton nom va signifier quelque chose.
J'ai laissé l'éléphant devant la pierre tombale. Lorsque je me suis levé pour partir, j'ai remarqué qu'une femme se tenait à une trentaine de mètres de là, sur une autre tombe. Elle me regardait. Lorsque nos regards se sont croisés, elle a hoché la tête, comme si elle avait compris quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute. Je lui ai répondu par un signe de tête. Au cours des 4 années suivantes, j'ai fait des dons chaque année. Les montants ont augmenté au fur et à mesure de mes investissements. Novembre 2021, 500 000 $. Novembre 2022, 750 000 $. Octobre 2023, 1,1 million de $. Septembre 2024, 1,2 million de $. De janvier à octobre 2025, 800 000 $. Total des dons, 4,6 millions de $. Chaque don est passé par le fonds conseillé par le donateur. Anonyme. L'hôpital n'avait aucune idée de qui j'étais, mais il a suivi l'impact. Il a envoyé des rapports, 230 enfants traités grâce au financement, 3 essais cliniques majeurs lancés et 12 bourses de recherche accordées à des médecins étudiant le neuroblastome pédiatrique. Chaque année, Laurence Pemberton envoyait une lettre de remerciement personnel. En 2023, les lettres sont devenues plus directes. Vos dons cumulés ont transformé notre programme de lutte contre le neuroblastome. Vous avez créé un héritage qui sauvera d'innombrables vies. Si vous souhaitez vous manifester et être reconnu, nous serions très honorés de vous rencontrer. Chaque année. Je disais non. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais que la mort de Lily ait un sens. Mais les demandes continuaient d'affluer. L'hôpital voulait me remercier publiquement. Il voulait mettre mon nom sur quelque chose. Il voulait raconter mon histoire. J'ai continué à refuser jusqu'au 15 octobre 2024. Laurence m'a appelé. J'étais dans mon appartement à Manhattan. J'avais déménagé de San Francisco 2 ans plus tôt. Le soir. Je préparais le dîner lorsque mon téléphone a sonné. Je sais que vous avez toujours refusé la reconnaissance, m'a dit Laurence. Mais là, c'est différent. Le conseil d'administration de l'hôpital a voté à l'unanimité la création d'un nouveau centre de recherche pédiatrique et de soutien aux familles. C'est grâce à vos dons que cela est possible. Nous aimerions dédier ce centre à l'enfant que vous avez honoré pendant toutes ces années. Pourriez-vous me communiquer son nom? J'ai posé le couteau que j'utilisais pour couper les légumes. Mes mains tremblaient. Elle s'appelait Lily, ai-je dit à voix basse. Lily Hart. C'était votre fille? Ma nièce. Elle est morte en janvier 2018. Elle avait 5 ans. Toutes mes condoléances, dit Laurence. Sa voix était douce. Pourriez-vous nous laisser honorer son nom publiquement? Et le vôtre? Je me suis dirigée vers ma fenêtre et j'ai regardé l'horizon de Manhattan. Des lumières partout. Puis-je y réfléchir? J'ai dit, je peux y réfléchir, point. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. J'y ai réfléchi pendant 3 semaines. J'ai pensé à Lily. J'ai pensé à ma famille qui disait à tout le monde que je ne l'aimais pas. J'ai pensé au message de Nathalie. Tu ne l'as jamais aimé. J'ai pensé à 7 ans de silence, 7 ans à être le méchant de leur histoire. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne leur demandais plus leur approbation. J'y n'avais pas besoin qu'ils croient que j'aimais Lily. Mais Lily méritait qu'on se souvienne d'elle, par son nom, publiquement, et la vérité méritait d'être dite. Le 5 novembre 2024. J'ai rappelé Laurence. Oui, ai-je dit. Mais j'ai une condition. Laquelle? Je dois d'abord le dire à ma famille. En personne, à Thanksgiving. Et j'ai besoin de vous à ce moment-là. Il y a eu une longue pause. Clara, es-tu sûre? Cela va être très difficile. C'est déjà difficile, ai-je dit. De cette façon, ça se termine. Il a accepté. J'ai signé le formulaire de consentement. L'anonymat de mon donneur serait levé le 27 novembre 2025. C'était le jour de Thanksgiving. La cérémonie de baptême était prévue pour le 18 décembre 2025. Il ne me restait plus qu'à l'annoncer à ma famille. Et la famille qui ne m'avait pas parlé de manière significative depuis près de 7 ans. 10 novembre 2025, 19h45. Je suis restée assise dans mon appartement en tenant mon téléphone pendant 20 minutes avant d'appeler. Il a sonné 4 fois.
Allô? Maman? C'est Clara. Une pause. Je pouvais entendre la surprise. Clara, c'est inattendu. Je viens à Thanksgiving cette année, ai-je dit, sans préambule, juste la vérité. Une autre pause. Vraiment? Oui, et j'amène un invité. Je pouvais entendre son cerveau travailler. Un invité? C'est enfin un petit ami? Parce que tu sais que Nathalie a demandé. Non, maman, ce n'est pas un petit ami. Alors qui? Quelqu'un qui connaissait Lily. J'ai entendu son souffle court. Clara, c'est de très mauvais goût. On n'en parle pas comme ça. Je te vois à 14h30, ai-je dit. Nous serons là pour le dîner. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assis dans le silence. Mes mains étaient froides et tremblaient. Mais j'avais réussi. J'avais commencé quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. Les 2 semaines suivantes. Je me suis préparée. J'ai passé en revue tous les reçus de dons des 6 dernières années. J'ai lu toutes les lettres de remerciement de Laurence. J'ai consulté les rapports d'impact indiquant quels enfants avaient été aidés, quels essais n'avaient pas été financés et quelles recherches avaient progressé. Le 20 novembre 2025. Je me suis rendue au cimetière de Spring Grove. 14 heures. J'ai apporté des lys blancs. Je me suis agenouillée près de la tombe de Lily. Ils vont savoir maintenant, lui ai-je dit. Tout le monde va savoir que tu étais aimé. Tout le monde va savoir que je n'ai jamais oublié. Je suis restée 1 heure. Avant de partir, j'ai touché la pierre tombale. Lily, pardonne-moi si c'est la mauvaise chose à faire. Mais je ne peux plus supporter leur histoire à mon sujet. Il est temps de dire la vérité. J'ai acheté une tenue pour Thanksgiving. Une robe marine. Simple. Professionnelle. Coûteuse. Pas tapa accent grave l'œil. Je n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit. J'essayais de me sentir moi-même. Fort. Clair. Prête. 27 novembre 2025. Le matin de Thanksgiving. Je me suis tenue devant le miroir de mon appartement. La robe me va parfaitement. Mes cheveux étaient tirés en arrière, le maquillage était minimal. J'avais l'air de quelqu'un qui va au combat, un combat calme. Aujourd'hui, tout change, me suis-je dit. Laurence et moi avions convenu de nous retrouver sur une aire de repos de l'autoroute I-95 et de nous rendre ensemble chez mes parents. Il est arrivé à 13h45 dans une berline bleu foncé. Cheveux gris, yeux bienveillants, costume de directeur de fondation professionnelle. Il m'a demandé, tu es prêt pour ça? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais je le fais quand même. Nous sommes arrivés au 182 Goodwife River Road à Darien à 14h32, 6 voitures dans l'allée, la maison était déjà pleine. 42 degrés à l'extérieur, ciel couvert, froid de novembre. J'ai sonné à la porte. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient plus gris, ses yeux plus marqués. Elle m'a vu en premier. Un éclair de surprise. Puis elle a vu Laurence derrière moi, un homme d'une 50aine d'années à l'allure professionnelle, qui n'était certainement pas son petit ami. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Clara, dit-elle, avant de regarder Laurence avec méfiance. Et vous êtes? Il lui tendit la main avec un sourire chaleureux. Laurence Pemberton, merci beaucoup de m'accueillir, Madame Schitz. Clara m'a dit des choses merveilleuses sur votre famille. Ma mère ne lui a pas serré la main tout de suite. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient vifs et scrutateurs. Qui est-ce, Clara? Une amie, dis-je calmement. Tout le monde est là, sa mâchoire s'est crispée. Je la voyais essayer de décider si elle devait faire une scène à la porte ou attendre. Elle a choisi d'attendre. La plupart des gens, dit-elle fermement, entre nous sommes entrés. Le salon était plein. 14 personnes. Toutes se sont tournées vers nous. Mon père, Thomas, 64 ans, tenait déjà une bière. Ma sœur, Nathalie, 38 ans, semblait plus mince que dans mes souvenirs. Des cernes sous les yeux. Son mari, à côté d'elle, une main protectrice dans le dos. Les parents de Daniel, Richard et Suzanne, la 60aine passée, tous deux sympathiques. Jessica,
la sœur de Daniel, et son mari Andrew. Patricia, la sœur de ma mère, son mari Jim et leur fils Eric, 32 ans, à qui j'ai à peine parlé de toute ma vie. Victor, le frère de mon père, et sa femme Anne, tous deux de parfaits inconnus pour moi. Et Laurence qui fait 15 ans. Suzanne, la mère de Daniel, s'est illuminée en me voyant. Clara. Oh mon Dieu, ça fait des années. Comment vas-tu, ma chérie? Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin. J'avais oublié ce que cela faisait de la part d'une famille. Je vais bien, ai-je dit. C'est bon de te voir, Suzanne. Patricia s'est ensuite approchée. Clara, ma chérie, tu es magnifique. Qui est ton ami? Tout le monde regardait Laurence à présent. Voici Laurence, ai-je dit. Il travaille pour une fondation pour l'enfance à Hartford. Oh, une œuvre de charité? Patricia s'est montrée enthousiaste. C'est merveilleux. Quel genre de fondation? Connecticut Children's, dit Laurence en douceur. Nous finançons la recherche pédiatrique et les programmes de soutien aux familles. C'est charmant, dit Patricia. Alors, à moi. Et comment vous connaissez-vous? Nous avons travaillé ensemble sur un projet, ai-je dit vaguement. Ma mère m'observait de l'autre côté de la pièce. Je pouvais voir son esprit travailler. Essayant de comprendre de quoi il s'agissait. Pendant les 25 minutes qui ont suivi, nous avons bavardé. Le temps qu'il faisait, les embouteillages pour arriver ici, le match de football à la télévision, Giants contre Cowboys. Laurence était charmant, professionnel. Et elle a parlé à mon père de la politique du Connecticut, à mon oncle de la voile, au père de Daniel de l'industrie manufacturière. Personne n'a demandé pourquoi il était vraiment là. Ma mère a essayé à 2 reprises de me prendre à part. Je me suis dérobée à chaque fois. À 16 heures, ma mère a annoncé le dîner. Tout le monde à table, s'il vous plaît. La table de la salle à manger comptait 14 convives. Mon père était assis en bout de table. Ma mère était à l'autre bout. Ma mère a essayé de faire asseoir Laurence à l'autre bout, loin de moi. Laurence a répondu poliment. En fait, j'aimerais bien m'asseoir à côté de Clara. Si c'est possible. Nous avons des choses à nous dire plus tard. Le visage de ma mère s'est éclairé de quelque chose comme de la panique. Elle ne pouvait pas refuser sans faire une scène. Bien sûr, dit-elle d'un ton ferme. Laurence s'est assis à ma gauche. Nathalie et Daniel étaient assis juste en face de moi. C'était la première fois que je me retrouvais face à ma sœur depuis 6 ans. Elle m'a regardée. Je l'ai regardée à mon tour. Son expression était indéchiffrable. Le repas était un classique de Thanksgiving, une dinde de 18 livres, dorée à point, une casserole de patates douces garnie de noix de pécan, des haricots verts en amandes, de la sauce au canneberge. Des petits pains Parker House encore chauds, 3 tartes sur le buffet, à la citrouille et aux pommes. Tout aurait dû être parfait. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'être assis sur une bombe à mèche lente. Nous avons commencé à manger. Au bout d'un quart d'heure, ma mère a commencé son schéma. Nathalie, dit-elle assez fort pour que toute la table l'entende, parle à tout le monde de ton nouveau projet au travail. Nathalie a eu l'air mal à l'aise. Maman, je suis déjà au courant, vraiment, partage-le. Tout le monde veut l'entendre. Elle dirige une campagne de rebranding majeure, très médiatisée. C'est merveilleux, Nathalie, dit Suzanne en guise de soutien. Ma mère n'avait pas fini. Contrairement à certaines personnes, elle comprend la valeur de la stabilité, d'une vraie carrière, d'une vraie entreprise, d'une vraie sécurité. Elle m'a jeté un coup d'œil délibéré. 10 minutes plus tard, elle a récidivé. Daniel se débrouille remarquablement bien au sein de l'entreprise, Partner Track. Il parle de le nommer directeur général l'année prochaine. Daniel s'est déplacé, mal à l'aise. Ce n'est pas encore décidé. C'est quand même une vraie progression de carrière, a dit ma mère. Tout le monde ne comprend pas ce genre d'engagement. Un autre regard vers moi. 5 minutes plus tard. Clara, que fais-tu exactement en ce moment? Tu investis toujours ou quoi que ce soit d'autre? Tout le monde me regarde maintenant. Quelque chose comme ça, dis-je calmement. Comme c'est merveilleusement vague, a dit ma mère. Quelques personnes ont ri nerveusement. Le rôle de Nathalie est si clair,
directrice du marketing, vrai titre, vraie entreprise. Tu devrais peut-être lui demander des conseils de carrière. Nathalie a regardé son assiette. Maman, est-ce qu'on peut juste manger? 16h35 Laurence posa sa fourchette avec précaution. Il ramasse son verre de vin. Il se lève. La table devient silencieuse. Je voudrais juste prendre un moment, dit Laurence avec un sourire chaleureux. Pour remercier la famille Schitz de m'avoir accueilli chez elle aujourd'hui. Ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de rencontrer la famille de l'un des soutiens les plus extraordinaires de notre fondation. Clara a été, interrompt vivement ma mère. Je suis désolée. Mais de quelle fondation avez-vous dit que vous faisiez partie? La fondation du Centre médical pour enfants du Connecticut, dit clairement Laurence. Je suis le directeur du développement. Clara et moi sommes en contact depuis plusieurs années au sujet de son travail philanthropique. Ma mère s'est levée brusquement. Sa chaise racla bruyamment le sol. Clara, il faut que je te parle dans la cuisine. Tout de suite. Non, maman, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis restée calme. Calme. Assieds-toi. Clara, c'est complètement inapproprié. Mon père avait l'air confus. Hélène, que se passe-t-il? Ma mère s'est tournée vers Laurence, la voix tranchante. Je pense que vous devriez partir. C'est une famille privée. Maman, dit Nathalie à voix basse. Qu'est-ce que tu fais? La voix de ma mère s'élève. Faites-les sortir. Tout de suite. La pièce est devenue silencieuse. 14 personnes se sont figées. Laurence m'a regardé. Confus et inquiet. Je lui ai fait un petit signe de tête. Continuez. Madame Schitz, dit Laurence avec douceur, je m'excuse si c'est surprenant. Clara a finalement accepté que nous reconnaissions publiquement ses contributions. Au cours des 6 dernières années, elle a été le plus grand donateur anonyme de notre fondation. Les mots sont restés en suspens. Ces dons, d'un montant total de 4,6 millions de dollars, ont permis de financer notre nouveau centre de recherche pédiatrique et de soutien aux familles. Le conseil d'administration de l'hôpital a voté à l'unanimité pour dédier ce centre à la mémoire de Lily Hart. Nous espérions que votre famille se joindrait à nous le 18 décembre lorsque nous, le silence. Pas le genre poli. Le genre stupéfait. 11 secondes entières. J'ai compté. La fourchette de Nathalie lui a échappé des mains. Elle a heurté son assiette avec un bruit métallique aigu qui a fait sursauter tout le monde. Et la bouche de Daniel s'est ouverte. Aucun mot n'est sorti. Suzanne a mis ses 2 mains sur sa bouche, les yeux remplis de larmes. Patricia a chuchoté, « Attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Mon père me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant, sa bière oubliée dans sa main. Ma mère s'agrippe au bord de la table, ses jointures sont blanches. Victor, de Nathalie à moi et vice-versa, le visage choqué. Laurence. Ne comprenant pas la bombe qu'il venait de faire exploser, continua calmement. Lorsque nous avons officiellement ouvert le centre Lily Hart de recherche pédiatrique et de soutien aux familles, la générosité de Clara avait déjà permis de sauver directement la vie de plus de 230 enfants. Son financement a permis la réalisation de 3 essais cliniques majeurs, de 12 bourses de recherche et d'un programme complet de soutien aux familles. Nous voulions la remercier publiquement d'honorer la mémoire de Lily d'une manière qui aidera des milliers de familles qui suivent le même chemin difficile. Il s'est assis. Le silence se prolonge. Si vous avez déjà été jugé pour un moment alors que personne n'a vu les années de vérité qui se cachaient derrière, laissez un commentaire. Je les ai tous lus. Enfin, Patricia a trouvé sa voix. Clara, vous avez donné 4 millions de dollars? 4,6 millions, ai-je dit calmement. Sur 6 ans. À un hôpital pour enfants? Suzanne a demandé, des larmes coulant sur son visage. À l'hôpital où Lily a été soignée, ai-je dit. Suzanne s'est tournée vers Nathalie. Tu étais au courant? Nathalie a secoué lentement la tête. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère. Non, a-t-elle murmuré. Je n'en avais aucune idée. Comment as-tu pu ne pas savoir? Demanda Victor, sincèrement confus. Parce que Clara ne nous l'a jamais dit, a dit ma mère d'un ton sec. Elle essayait de reprendre le contrôle. Elle fait tout en secret.
C'est complètement inapproprié. J'ai dit, en la regardant droit dans les yeux. Ma voix était toujours calme, toujours égale, mais il y avait de l'acier en dessous. Thanksgiving n'est pas l'endroit pour ça? C'est ce que vous alliez dire? Laurence a sorti un dossier de sa mallette. J'ai apporté de la documentation si quelqu'un veut voir l'impact des contributions de Clara. Il a passé le dossier à mon père. À l'intérieur se trouvaient des rapports d'impact indiquant combien d'enfants avaient été traités, quels essais cliniques avaient été financés, quelles familles avaient été soutenues. Des rendus architecturaux du nouveau centre, la résolution du conseil d'administration, des lettres de famille reconnaissantes. Le dossier a fait le tour de la table. Les 14 personnes l'ont regardé. J'ai observé leur visage pendant qu'ils lisaient. Suzanne pleurait ouvertement, Richard l'entourait de son bras. Patricia a lu à haute voix. En mémoire de Lily Rose Hart, dont la courte vie a inspiré un héritage qui sauvera des milliers d'enfants. Oh mon Dieu, Clara. Eric, mon cousin qui ne m'avait jamais dit plus de 10 mots de toute ma vie, a dit à voix basse. C'est incroyable. Mon père fixait les documents qu'il tenait dans ses mains. Son visage est devenu pâle. Nathalie lisait la lettre d'une mère dont la fille avait participé à l'un des essais cliniques financés. Ses mains tremblaient. Ma mère est restée figée au bout de la table, sans voix. Daniel m'a regardé. Clara, je ne sais pas pourquoi tu n'as rien dit à personne. Est-ce que tu m'aurais cru, ai-je demandé. Tout le monde me regarde. Il y a 7 ans, j'ai manqué l'enterrement de Lily parce que je devais assister à une réunion de présentation qui déterminait si 30 personnes gardaient leur emploi. J'ai fait un choix, le mauvais choix à bien des égards, le seul que je pouvais faire à d'autres. Et Nathalie m'a envoyé un message, tu ne l'as jamais aimé. J'ai regardé ma sœur. Elle pleurait maintenant. Pendant 7 ans, c'est ce que cette famille a cru, que je n'aimais pas Lily, que je m'en fichais. Que le travail comptait plus que la famille. Et si je vous avais dit que je donnais des millions en son nom, qu'auriez-vous dit? La voix de Nathalie était à peine un murmure, que tu essayais d'acheter le pardon. Exactement, ai-je dit. Alors je ne t'ai rien dit. Je l'ai fait, c'est tout. Pendant 6 ans, je l'ai fait discrètement. Parce qu'il ne s'agissait pas que tu le saches. Il s'agissait de se souvenir de Lily. Il s'agissait de s'assurer que d'autres enfants aient la chance qu'elle n'a pas eue. La table est redevenue silencieuse. Puis Patricia s'est tournée vers ma mère. Hélène, tu étais au courant? Le visage de ma mère était de pierre. Ce n'est pas le moment. Tu étais au courant? Patricia insiste. Ma mère a pris une inspiration. Je l'ai appris il y a 6 mois. La pièce a explosé. Tu savais? La voix de Nathalie s'est brisée. Tu savais qu'elle faisait un don à l'hôpital de Lily et tu ne me l'as pas dit? Tu savais que Clara faisait ça pour Lily? Daniel est incrédule. Mon père s'est levé. Hélène, de quoi parles-tu? Tu étais au courant et tu ne m'as rien dit? Ce n'était pas à moi de partager cette information, a dit ma mère sur la défensive. Clara ne me l'a jamais dit directement. Il se trouve que j'ai vu, tu as reçu une lettre de la fondation, ai-je dit. Ma voix a coupé le bruit. Tout le monde est redevenu silencieux. N'est-ce pas, maman? Les lèvres de ma mère se sont plissées en une fine ligne. La fondation a envoyé une mise à jour des donateurs à une ancienne adresse en mai, ai-je dit. Mon adresse de contact en cas d'urgence à l'université, ton adresse. Tu as reçu la lettre. Tu savais que je faisais des dons. Tu savais pour Lily. Et tu n'as jamais rien dit. Cette lettre m'a été adressée par erreur, a dit ma mère. Je ne savais pas. Tu savais, ai-je dit. Et tu as fait un choix. Tu aurais pu le dire à Nathalie. Tu aurais pu le dire à papa. Tu aurais pu le dire à n'importe qui. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que si tu l'avais fait, tu aurais dû admettre quelque chose. Admettre quoi? C'est emporter ma mère. Que je n'étais pas la fille ratée. Que tout ce que tu as raconté à mon sujet était faux. Que pendant 10 ans, vous avez dit à tout le monde que je ne me souciais pas de la famille, alors que la vérité est que j'ai dépensé près de 5 millions de dollars pour honorer une petite fille que vous avez tous dit que je n'aimais pas. Le visage de ma mère est devenu rouge. Comment oses-tu en faire une question sur ce que tu as fait de la lettre? Ai-je demandé. Celle de la fondation? Elle n'a pas répondu.
Tu l'as jeté, n'est-ce pas? Ou tu as supprimé l'email, parce que si tu le gardais, quelqu'un pourrait le voir. Quelqu'un pourrait poser des questions. Mon père s'est assis lourdement. Il regarde ma mère. Hélène? C'est vrai? Ma mère n'a pas répondu. Laurence s'est levée calmement. Je pense que je devrais vous laisser un peu d'intimité. Il s'agit clairement d'une affaire de famille. Il m'a regardé. Clara, la cérémonie de baptême aura lieu le 18 décembre à 18 h au centre médical. Tout le monde ici est chaleureusement invité. Les familles des enfants dont la vie a été sauvée seront présentes. Je pense qu'elle serait ravie de vous rencontrer tous. Il m'a tendu sa carte. Il a salué la salle d'un signe de tête poli et il est parti. La porte d'entrée s'est refermée. 17h02. 13 personnes sont restées à table. Personne ne mange, personne ne bouge. La nourriture est froide maintenant, elle se fige dans les assiettes. Au bout de 90 secondes, Richard, le père de Daniel, prend la parole. Je pense, dit-il prudemment, que nous devons des excuses à Clara. Nous tous. Ma mère a commencé à parler. Richard a levé la main. Hélène, avec tout le respect que je vous dois, dit-il fermement, votre fille vient de nous dire qu'elle a passé 6 ans et près de 5 millions de dollars à honorer votre petite fille, tandis que vous, avons dit à tout le monde qu'elle s'en fichait. Ce n'est pas quelque chose que nous interrompons. C'était différent, plus lourd. Je me suis levée. Je dois y aller. Clara, attends, a dit Nathalie. Sa voix était chargée de larmes, mais j'étais déjà en train de bouger. J'ai pris mon sac. J'ai marché jusqu'à la porte. Derrière moi, j'ai entendu ma mère dire, tu n'avais pas le droit de tendre une embuscade à cette famille. Je me suis arrêtée, je me suis retournée. Tu as passé 10 ans à me traiter de ratée, ai-je dit. Ma voix était calme, posée, mais tout le monde a entendu chaque mot. Vous avez détourné les fonds de mon université pour payer le mariage de Nathalie. Vous avez refusé de cosigner mes emprunts pour l'école de médecine. Mais vous avez cosigné les siens. Vous lui avez donné 50 000 dollars pour l'achat d'un appartement et ne m'avez rien donné. Tu as dit à des proches que j'étais trop occupée pour assister à des événements familiaux auxquels je n'étais jamais invitée. Vous avez dit à tout le monde que je n'aimais pas Lily alors que je me rendais seule sur sa tombe 2 fois par an pendant 7 ans. Vous avez construit une histoire à mon sujet, et vous l'avez racontée si souvent que vous y avez cru. Aujourd'hui, 14 personnes ont appris la vérité. Qu'est-ce que ça te fait, maman? Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis partie. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel de la Mare à Southport, à 21 h, chambre 214, 10e étage, vue sur le port. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai réalisé que je ne tremblais plus. Pour la première fois en 7 ans, j'avais dit la vérité à haute voix, et je n'avais pas demandé la permission. À 23h20, mon téléphone a sonné. Nathalie, on peut parler? J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je suis sur le parking de ton hôtel. J'imagine que tu es venu ici. Tu as toujours aimé cet endroit. J'ai regardé par la fenêtre. Je voyais sa voiture. Elle était assise sur le siège du conducteur, le téléphone allumé. Chambre 214, montée. Elle a frappé à 11h28. J'ai ouvert la porte. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs. Son mascara était bavé. Elle avait l'air jeune et vieille à la fois. Je ne savais pas, a-t-elle dit immédiatement. À propos de tout ça, les dons, l'argent, maman qui a caché la lettre, je le jure devant Dieu, Clara, je n'en avais aucune idée. Je te crois, ai-je dit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Sa voix s'est brisée. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu faisais tout ça pour Lily? Je me suis écartée pour la laisser entrer. Elle s'est assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Je me suis assis sur le bord du lit. Aurais-tu écouté? Je lui ai demandé doucement. Il y a des années? Tu m'as dit que je ne l'avais jamais aimé. Pourquoi serais-je venue te voir après cela? Parce que je suis sa mère, a dit Nathalie. Des larmes coulaient sur son visage. Parce que c'était ma fille et que tu aurais dû quoi? Te convaincre que je me souciais d'elle? Me défendre? Te supplier de me croire? J'ai secoué la tête. Nat, tu te noyais dans le chagrin.
Tu avais besoin de quelqu'un à blâmer. J'étais la cible facile. J'ai choisi de manquer ses funérailles. C'était réel. Cela t'a blessé. Je l'ai compris. Mais tu l'aimais, a chuchoté Nathalie. Tellement, ai-je dit, les yeux remplis de larmes. Mon Dieu, Nathalie, j'aimais tellement cette petite fille. Et ne pas avoir été là quand elle est morte, ne pas avoir été là quand tu l'as enterrée, c'est quelque chose que je porterai pour toujours. La réunion de présentation, dit Nathalie. C'était vrai? Les investisseurs? Oui. Si je n'y suis pas allée? La société a fermé. 30 personnes ont perdu leur emploi. J'ai tout essayé pour la déplacer. Les investisseurs n'étaient à San Francisco que pour 24 heures. Je n'avais pas le choix. Tu avais le choix, dit Nathalie. Vous avez choisi le travail. J'ai choisi de garder 30 personnes employées, ai-je dit. Et j'ai choisi d'honorer Lily de la seule façon possible après cela. En m'assurant que sa mort sauve d'autres enfants. En faisant en sorte que son nom ait un sens. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Maman a toujours fait de toi le problème, dit finalement Nathalie. Elle nous a toujours comparés, elle a toujours fait en sorte que je sois la bonne fille et que tu sois la déception. Je l'ai laissé faire. Je suis vraiment désolée, Clara. Elle avait besoin d'un bouc émissaire, ai-je dit, et j'étais commode, point. Mais 4,6 millions de dollars, a dit Nathalie. Clara. Comment as-tu, j'ai vendu mon entreprise en 2020. L'acquisition valait plus que ce à quoi je m'attendais, et je n'avais personne d'autre pour dépenser cet argent. J'ai donc dépensé cet argent pour Lily, chaque année, de manière anonyme. Parce qu'il ne s'agissait pas de reconnaissance, il s'agissait d'elle. Nathalie pleurait à nouveau. L'hôpital donne son nom au centre? Le centre de recherche pédiatrique et de soutien aux familles Lily Hart, ai-je dit. Lors de l'inauguration, le 18 décembre, Laurence a déclaré que 230 enfants étaient en vie grâce au financement. 3 essais cliniques, 12 bourses de recherche, des familles qui reçoivent un soutien lorsqu'elles sont confrontées aux pires jours de leur vie. Je peux venir, demande Nathalie. À l'inauguration? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ma sœur, l'enfant chéri, la préférée. Celui qui avait perdu sa fille et qui me l'avait reproché pendant 7 ans. Oui, ai-je dit. J'aimerais bien. Elle s'est levée. S'est dirigée vers la porte et s'est retournée. Je peux te serrer dans mes bras? J'ai acquiescé. Elle a traversé la pièce. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, pour la première fois depuis le 17 janvier 2018. 7 ans. Nous avons pleuré toutes les deux pendant 30 secondes. Nous n'avons rien dit, nous nous sommes juste tenus point. Elle est partie à minuit 15. À minuit 20, elle a envoyé un texto, merci pour tout, pour Lily, pour ne pas l'avoir abandonnée même quand on vous a abandonné. Je me suis assis sur le lit en tenant mon téléphone. Il a sonné, papa appelait. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Ta mère est très fâchée, a-t-il dit, sans saluer. J'ai dit la vérité devant toute la famille. Il y a une différence. Il est resté silencieux un moment. Avez-vous vraiment donné autant d'argent? Oui. Pour Lily? Oui. Encore un long silence. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? M'aurais-tu cru, papa? Ou aurais-tu pensé que j'essayais d'acheter mon retour dans la famille? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse. Ta mère a besoin de temps, a-t-il finalement dit. Moi aussi, ai-je répondu. Et si elle n'est jamais prête? Alors je saurai que j'ai essayé, et c'est suffisant. J'ai raccroché. J'ai appelé ma thérapeute le lendemain matin. Le docteur Rachel Nguyen. J'avais commencé à la voir en janvier 2024 quand j'ai réalisé que je portais un traumatisme que je ne pouvais pas traiter seule. Je l'ai fait, lui ai-je dit. Je leur ai dit, à tous, au dîner de Thanksgiving. Elle m'a demandé, comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi. Libre, ai-je dit. Plus léger. Comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres pendant 10 ans et que je l'avais enfin posé. C'est une image forte, a-t-elle dit. Que allez-vous faire de cette légèreté? Vivre ma vie, ai-je répondu.
sans avoir besoin de leur approbation. Les semaines entre Thanksgiving et la cérémonie de baptême ont été étranges, calmes. Ma mère n'a pas appelé, mon père a envoyé un message, nous avons besoin de temps. Je n'ai pas répondu. Nathalie et moi nous sommes envoyés des textos tous les 2 jours, des petites choses. Comment vas-tu? En pensant à Lily, tu viens toujours à la cérémonie? J'ai commencé à travailler plus directement avec la Fondation pour l'enfance du Connecticut. J'ai rejoint leur conseil d'administration. J'ai assisté à des réunions. J'ai rencontré des familles dont les enfants avaient été sauvés grâce aux recherches que j'avais financées. Chaque rencontre m'a rappelé à l'ordre. C'est pour cela que je l'ai fait. Pas pour la reconnaissance, pas pour prouver quoi que ce soit à ma famille, pour Lily et pour tous les enfants qui viendront après elle. 18 décembre 2025. 18h, Connecticut Children's Medical Center, 282 Washington Street, Hartford. Je suis arrivé à 17h45. Le hall principal avait été transformé. Une bannière indiquait « Grande ouverture », le centre Lily Hart de recherche pédiatrique et de soutien aux familles. 200 personnes remplissaient l'espace, le personnel de l'hôpital en blouse, les donateurs en costume, les membres du conseil d'administration, les familles avec leurs enfants, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des bouteilles d'oxygène, d'autres encore en train de courir, sains et bruyants. Nathalie et Daniel sont arrivés juste après moi. Elle portait une robe noire. Elle avait l'air nerveuse. « Tu es venue ?» ai-je dit. « Bien sûr que je suis venue », a-t-elle répondu. Je ne voulais pas rater ça. Mes parents ne sont pas venus. Je les avais invités. Ma mère n'a jamais répondu. Mon père a envoyé un message ce matin-là. Ta mère n'est pas prête. Je ne pense pas pouvoir venir sans elle. Je suis désolée. J'avais répondu. Je comprends. Et c'est vrai. Certaines blessures ne guérissent pas en 3 semaines. À 18h15, Laurence est montée sur le podium. Ce soir, a-t-il dit, nous rendons hommage à 2 personnes, l'une qui nous a quittés bien trop tôt, et l'autre qui a fait en sorte que son héritage sauve des milliers de vies. Lily Rose Hart avait 5 ans lorsqu'elle est décédée d'un neuroblastome en janvier 2018. Mais sa tante Clara a refusé que l'histoire de Lily s'arrête là. Pendant 6 ans, Clara Schitz a fait des dons anonymes à notre fondation. 4 600 000 $. Elle n'a demandé aucune reconnaissance, aucune publicité, rien d'autre que l'utilisation de ces dons pour financer la recherche sur le neuroblastome et le soutien aux familles. Grâce à la générosité de Clara, 230 enfants sont aujourd'hui en vie. 3 essais cliniques majeurs ont été réalisés ou sont en cours. 12 bourses de recherche ont été accordées et des dizaines de familles ont reçu des conseils, un soutien financier et de l'espoir pendant les jours les plus sombres de leur vie. Mais plus encore, Clara nous a donné quelque chose d'inestimable. Elle nous a montré que l'amour ne s'annonce pas toujours, que les actes de dévouement les plus discrets peuvent avoir l'impact le plus fort, que le chagrin, lorsqu'il est canalisé dans un but précis, peut changer le monde. Clara, au nom de tous les enfants dont vous avez sauvé la vie, de toutes les familles que vous avez soutenues et de tous les médecins dont vous avez financé les recherches. Merci. Les applaudissements étaient assourdissants. Je n'ai pas marché jusqu'au podium. Laurence m'avait demandé si je voulais dire quelque chose. J'ai répondu, non, il ne s'agit pas de moi. Ils ont dévoilé la plaque. En bronze, simple, belle. Le centre Lily Hart de recherche pédiatrique et de soutien aux familles, créé en 2025 à la mémoire de Lily Rose Hart, du 15 mars 2012 au 13 janvier 2018, financé par Clara Schitz. Afin qu'aucune famille ne marche seule sur ce chemin. Nathalie sanglotait à côté de moi. Je l'ai entourée de mon bras. Nous sommes restés ensemble à regarder le nom de Lily sur le mur. Après la cérémonie, une femme s'est approchée de moi. Elle avait peut-être 35 ans. Elle était accompagnée d'une petite fille d'environ 7 ans, au sourire éclatant et à la robe rose. Madame Schitz, a dit la femme. Je suis Jennifer Morrison. Voici ma fille, Sophie. Elle a participé à l'essai de phase 2 sur le neuroblastome que votre financement a rendu possible. Elle est en rémission depuis 18 mois. Je me suis agenouillée au niveau des yeux de Sophie. Bonjour, Sophie. Merci de m'avoir aidée, dit Sophie. Elle m'a tendu un dessin. Au crayon, une petite fille tenant la main d'un médecin. En haut, dans des lettres bancales. Merci de m'avoir sauvée.
J'ai pris le dessin. Ma gorge s'est serrée. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. De rien, Sophie et virgule. Ai-je finalement réussi à dire. Tu es très courageuse. Jennifer pleurait. Nous avons prié pendant 2 ans. Nous ne savions pas qui avait financé le procès. Nous avons juste prié. Pourquoi avez-vous fait des dons anonymes pendant si longtemps? Parce qu'il ne s'agissait pas de moi, ai-je répondu simplement. Il s'agissait de faire en sorte qu'une petite fille morte trop jeune ait un héritage qui permette de sauver d'autres enfants. C'est tout ce qui comptait. Et pourquoi le rendre public maintenant? J'ai regardé la plaque, le nom de Lily. Parce qu'elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Par son nom. Publiquement. Et parce que la vérité compte. Ce soir-là, l'histoire a été diffusée aux informations locales. Un donateur anonyme a révélé 4,6 millions de dollars. Le legs honore une petite fille de 5 ans. Le lendemain matin, CNN, Good Morning America et le New York Times s'en sont fait l'écho. Mon téléphone a explosé de messages, de vieux amis, d'anciens collègues. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma mère n'a pas appelé. Noël2025. Je l'ai passé seul dans mon appartement de Manhattan, la neige tombant à l'extérieur, un café, un livre, le silence. À 10 heures du matin, Nathalie m'a envoyé un texto, Joyeux Noël. J'aimerais que tu sois là. Maman ne parle à personne. Papa est malheureux. Je leur ai dit qu'ils étaient ridicules. J'ai répondu, Joyeux Noël, peut-être l'année prochaine. À 15 heures, mon père a appelé. Joyeux Noël, Clara. Joyeux Noël, papa. Une longue pause. J'ai vu la couverture médiatique. Tu avais l'air en forme. Merci. Ta mère l'a vu aussi. Elle n'a rien dit. Je n'attends pas qu'elle s'excuse, papa, dis-je. Je n'attends pas qu'elle admette qu'elle a eu tort. Je vis ma vie, tout simplement. Elle est très têtue, a-t-il dit. Moi aussi, ai-je dit. Je me demande où je l'ai eu. 2 jours plus tard, un paquet est arrivé. De Nathalie, une photo encadrée de Lily. Âgée de 4 ans. Un grand sourire, tenant Peanut l'éléphant. La carte disait, elle t'aimait, Clara. Je suis désolée qu'il m'ait fallu autant de temps pour le voir. Merci de ne jamais t'arrêter, N. J'ai mis la photo sur ma cheminée, à côté du dessin de Sophie. J'ai poursuivi ma thérapie en janvier et février 2026. Chaque semaine, le Dr Nguyen et moi avons travaillé sur plusieurs niveaux, le chagrin causé par Lily, la culpabilité liée à l'enterrement, la colère contre ma famille, le lent travail de construction d'un sentiment de valeur personnelle qui ne dépendait pas de leur approbation. Vous avez passé toute votre vie à essayer de gagner l'amour de personnes qui n'allaient jamais vous le donner, a-t-elle dit lors d'une séance. Et puis vous avez passé 6 ans à donner de l'amour à un enfant qui ne pouvait pas en recevoir mais dont l'héritage le pouvait. C'est puissant, Clara. C'est de la guérison. Elle me manque toujours, ai-je dit. Vous le ferez toujours, virgule. A dit le docteur Nguyen. Mais vous avez transformé ce manque en signification. C'est le mieux que l'on puisse faire face à un deuil. Le premier samedi de chaque mois, je rencontrais Nathalie pour un café, au Starbucks de Stanford, un terrain neutre. Nous avons parlé, lentement, prudemment, de Lily, de notre enfance, des façons dont nous avions toutes deux été piégées dans des rôles que nous n'avions pas choisis. Maman avait besoin que je sois parfaite, a déclaré Nathalie en février. Et elle avait besoin que tu sois l'échec. Il n'a jamais été question de qui nous étions réellement. Non, j'ai acquiescé. Il s'agissait de son histoire. Je vois aussi un thérapeute, a dit Nathalie. Elle dit que l'enfant chéri et le bouc émissaire sont 2 formes d'abus. Elle a raison, ai-je dit. En janvier. Laurence m'a invité à rejoindre officiellement le conseil d'administration de la Connecticut Children's Foundation. J'ai accepté. J'ai assisté à ma première réunion le 22 janvier 2026. J'ai rencontré d'autres donateurs, d'autres défenseurs, des personnes qui avaient perdu des enfants ou dont les enfants avaient survécu, des personnes qui avaient compris que le chagrin pouvait être transformé en objectif. 14 février 2026, jour de la Saint-Valentin. J'ai conduit jusqu'à Darien, pas chez mes parents, au cimetière de Spring Grove, à 14 heures, la neige fondait,
il faisait 38 degrés, les premiers signes du printemps. J'ai apporté 12 roses blanches et un éléphant en peluche identique à Peanut. Je me suis assise par terre à côté de la pierre tombale de Lily. L'herbe était mouillée. Mon jean était trempé. Je m'en moquais. Je lui ai parlé. Et, Lily. C'est moi. Clara. Je voulais te le dire. Ils savent maintenant. Tout le monde sait que je t'aimais. Tout le monde sait que je n'ai jamais oublié. Il y a tout un centre qui porte ton nom maintenant. Des enfants sont soignés grâce à toi. Des familles reçoivent un soutien parce que tu as existé. 230 enfants sont en vie parce que ta vie a compté. Je ne sais pas si grand-mère me pardonnera un jour d'avoir manqué tes funérailles. Peut-être que non, mais je n'ai plus besoin de son pardon car je connais la vérité, et tu connais la vérité. Chaque enfant dans cet hôpital avec ton nom sur le mur connaît la vérité. Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu es morte, Lily. Je porterai ça pour le reste de ma vie. Mais j'espère que, où que tu sois, tu pourras voir ce que j'ai fait. Tu sais que c'était pour toi. Tu as été aimé. Tu es aimé. Tu seras toujours aimé. J'ai laissé les roses, l'éléphant, une note manuscrite cachée sous les fleurs. Tu es aimé pour toujours? Tante Clara. J'ai pris une photo de ma main reposant sur sa pierre tombale, juste ma main, le granit gris, les fleurs. Je l'ai posté sur Instagram. C'était la première fois que je publiais quelque chose sur Lily en public. Pas de légende, juste la photo. En moins d'une heure, elle avait 3000 likes. Les commentaires ont afflué. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Vous êtes un ange. Lily le sait. Je te promets qu'elle le sait. Nathalie m'a envoyé un texto. Elle sait, Clara. Je te promets qu'elle sait. En quittant le cimetière, j'ai croisé un couple âgé qui se rendait sur une tombe voisine. Ils ont regardé la pierre tombale de Lily, la femme s'est arrêtée, a lu l'inscription et s'est tournée vers son mari. Et la femme s'est arrêtée, a lu l'inscription et s'est tournée vers son mari, c'est la petite fille dont on a parlé aux informations, a-t-elle dit. C'est d'après elle que l'hôpital a baptisé le centre. J'ai continué à marcher, mais je souriais, car oui. C'était exactement elle. Si vous avez déjà aimé quelqu'un en silence alors que toute une famille racontait mal l'histoire, racontez-moi ce qui s'est passé dans les commentaires. Quelqu'un qui lira votre histoire pourrait en avoir besoin ce soir. Pendant 10 ans, ils m'ont traité de raté, et c'était peut-être le cas, selon leur définition. Je n'ai pas fait un bon mariage, je n'ai pas suivi leur chemin. J'ai préféré le travail aux funérailles, un choix qui me hante chaque jour. Mais voici ce que j'ai appris. La version de votre famille n'est pas la vérité. C'est juste une histoire qu'ils ont besoin de se raconter pour donner un sens à leur propre choix. Et vous n'avez pas à vivre dans cette histoire. Je n'ai pas fait don de 4,6 millions de dollars pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'ai fait parce qu'une petite fille que j'aimais méritait qu'on se souvienne d'elle. Parce que 230 autres enfants méritaient d'avoir une chance de vivre. Parce que le chagrin, quand on le laisse faire, peut devenir un but. Ma mère n'a toujours pas appelé. Elle n'appellera peut-être jamais. Mais je n'ai plus besoin de son approbation. Je n'ai pas besoin qu'elle me dise que je suis suffisante, parce que je sais que je le suis. Lily le sait. Chaque enfant dans cet hôpital avec son nom sur le mur sait que je le suis. C'est la famille qui compte. Et la vérité est la suivante, votre silence peut devenir votre plus grand pouvoir. Vos actes d'amour discrets peuvent résonner plus fort que n'importe quel jugement. La famille que vous choisissez, par le biais d'un objectif, de valeurs partagées, d'une attention sincère, cette famille compte plus que celle dans laquelle vous êtes né. J'ai amené un invité à Thanksgiving. Il a dit une phrase. Le monde de ma mère s'est effondré. Mais le mien? Le mien avait enfin un sens.